Donc, sur le déroulé de la conférence, elle va se faire en deux temps. On aura d'abord des mini-débats sous deux thèmes, la question de l'accès à la profession d'avocat et de l'exercice aussi de la profession. Puis un second thème qui est celui du cumul de la profession d'avocat et du statut d'enseignant-chercheur. Ensuite, on va passer à un second temps qui est celui de la présentation de l'ouvrage de maître Mamadou Ismaïla Konaté. Mais avant, nous avons la présence, nous tenons à remercier le professeur Akandi Kombe qui est présent et qui va nous dire quelques mots introductifs sur le sujet. Le professeur Akandi Kombe est donc professeur à l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je vous laisse la parole, monsieur le professeur. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Et je voudrais d'abord, avant de commencer, adresser mes remerciements les plus chaleureux aux organisateurs, à l'équipe très dynamique que nous avons ici en face de nous, qui a organisé cette rencontre. Et merci de m'avoir invité pour introduire cet important colloque. C'est un sujet des plus déterminants pour l'avenir non seulement de l'OHADA, mais peut-être aussi de l'Afrique. Alors, permettez aussi que je salue celui qui a eu l'heureuse idée, en rédigeant un ouvrage dédié dont il sera question un peu plus tard, de nous fournir le prétexte de cette rencontre. Je veux parler évidemment de Maître Konaté, que j'ai l'immense avantage, comme beaucoup, d'avoir comme ami et comme frère, et d'avoir aussi le privilège de le compter parmi mes meilleurs complices de réflexion juridique, je dirais même d'agitation juridique parfois, tellement c'est mouvementé. Avec le sujet que nous avons aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui, la profession d'avocat dans l'espace OHADA, il me semble que nous avons à réfléchir à une question, je le répète encore, qui est déterminante pour la réussite des entreprises d'intégration en Afrique et plus particulièrement pour l'entreprise d'intégration juridique qu'est l'OHADA. En effet, de la même manière que l'on ne peut pas construire un marché économique sans libérer des facteurs économiques, ou plus, les capitaux, les services, c'est ce que nous montre d'ailleurs l'expérience des communautés économiques. De la même manière, donc, on ne peut pas construire un marché économique sans libérer et potentialiser des facteurs économiques. On ne peut pas non plus espérer bâtir un espace juridique intégré sans impliquer dans ce mouvement d'intégration les agents même d'intégration. Et parmi ces agents d'intégration, il me semble qu'on peut compter, on doit même compter les porteurs et passeurs de droit que sont notamment et tout particulièrement les avocats. Le problème est précisément que l'OHADA ne semble pas aujourd'hui basé sur ces prémices-là. Le fait est là, il n'y a pas ce d'acte uniforme sur le statut ou sur la profession d'avocat, et cette question relève avant tout aujourd'hui des droits nationaux, c'est-à-dire des droits des 17 États membres de l'OHADA, et si réglementation communautaire il y a, cette réglementation-là ne procède pas aujourd'hui de l'OHADA, mais plutôt de l'UEMOA, avec le règlement d'harmonisation du 25 septembre 2014, dont il a été question. Cet état du droit-là, c'est-à-dire un état éparpillé entre les différents droits nationaux et voire haché par le droit communautaire de l'UEMOA, cet état du droit-là a évidemment des conséquences. Des conséquences qui sont, à mes yeux, non seulement fâcheuses, mais explosives. Des conséquences fâcheuses, d'abord pour la profession elle-même, qui se caractérise aujourd'hui non seulement par la disparité des statuts, des règles d'accès et d'exercice, mais aussi par l'exacerbation de ces disparités. Et je suis sûr que les exposés qui vont suivre ne manqueront pas de nous édifier sur les principales manifestations et les principaux effets de cette disparité-là. La difficulté, voire l'impossibilité d'exercer comme avocat hors des frontières de son État, membre de l'OHADA, dans les autres États membres de l'OHADA, ou encore la difficulté, voire l'impossibilité parfois d'exercer en tant qu'avocat dont son état de nationalité
membre de l'OHADA, situé dans l'espace l'OHADA, quand on a le malheur d'être inscrit, je dis bien le malheur d'être inscrit au barreau dans un autre État, hors OHADA, d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Or, il faut bien voir que ces difficultés-là mettent à mal quelque chose de fondamental. Ils mettent à mal un principe qui sert en tant que norme fondamentale, qui sert de socle aux ordres juridiques en général, et spécialement au processus d'intégration. Cette règle, c'est la règle de non-discrimination ou encore la règle de l'égalité de traitement. Et de ce point de vue-là, il constitue évidemment des entraves, et même des entraves invalidantes pour l'idée même d'espace juridique intégré et pour la réalisation de cet espace juridique intégré. Je disais tout à l'heure que les conséquences étaient fâcheuses, mais elles peuvent aussi devenir explosives. Elles peuvent devenir explosives pour le mouvement même de l'intégration de l'OHADA, intégration juridique, mais peut-être plus largement encore pour les mouvements d'intégration en Afrique. Et c'est sans doute l'une des leçons auxquelles on doit être très attentif dans ce cadre-ci, une des leçons que l'on peut tirer de la saga entre la Cour de justice de l'UEMOA et la Cour constitutionnelle du Bénin, étant bien entendu que précisément la question de l'accès à la profession d'avocat et son exercice est précisément au centre de la grave crise qui est née entre ces deux éminentes juridictions. Je ne cite pas les affaires, et on y reviendra tout à l'heure, les différentes décisions de 2019, d'août 2019 de la Cour constitutionnelle du Bénin, la réponse, si on peut parler de réponse de la Cour de justice de l'UEMOA le 8 juillet 2020, et à nouveau, la Cour constitutionnelle du Bénin statue en novembre 2020, il importera d'interroger ces affaires-là. Or, je dis qu'il y a conséquences explosives parce qu'on voit bien, avec cette saga-là, que la non prise en compte de la règle de l'égalité de traitement peut compromettre gravement l'entreprise d'intégration autour d'une idée. Cette idée, c'est que le droit de l'intégration n'aurait vocation à s'imposer face au droit interne qu'à la condition que ce droit de l'intégration respecte, qu'il se conforme aux droits fondamentaux constitutionnels. Et en l'espèce, le droit fondamental dont il s'agit est tiré précisément de ce principe de non-discrimination, c'est le droit à l'égalité, qui était ici en jeu. Et la position qui a été prise par la Cour constitutionnelle du Bénin, je me suis exprimé sur cette position à divers égards, je n'y reviens pas ici, cette position, ce qu'il faut retenir, je retiens ici essentiellement, c'est que c'est une position invalidante, neutralisante pour le droit communautaire. Mais c'est aussi, et je pense que c'est important dans la perspective que nous avons aujourd'hui, c'est aussi un appel à l'action, appel à agir pour prendre en compte les droits fondamentaux et notamment le droit à l'égalité, le principe de l'égalité de traitement dans cet espace-là, l'espace communautaire ou l'espace de l'OHADA. Alors, appel à l'action, est-ce que cet appel à l'action va être entendu? Il appartiendra aux panélistes tout à l'heure d'y répondre à cette question-là, et puis même s'il n'y arrive pas tout à fait, l'avenir nous le dira. Mais en tout état de cause, si action il y a, il me semble que c'est aussi l'occasion de réfléchir aujourd'hui à ce qu'est ou à ce que doit être la profession d'avocat en rapport avec les autres professions ou avec les autres statuts professionnels. La question essentielle qui se pose ici et qui était au centre de la saga que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est précisément la question de l'accès au barreau des enseignants-chercheurs, spécialement des professeurs de droit. Et là encore, je pense que le panel nous en dira plus. Pour l'heure, je me contenterai de dire simplement, sans que ce soit une mise en garde, d'attirer l'attention sur la nécessité peut-être de résister à certaines tendances actuelles, notamment du point de vue de l'UEMOA, de considérer les fonctions de professeur de droit comme incompatibles avec la profession d'avocat. C'est une tendance qui, de mon point de vue, en tout cas dans cette discussion, il faut tenir compte des leçons de l'histoire et remonter
loin dans le temps pour s'apercevoir que dans le temps, le fait que dans le droit ancien, du droit ancien jusqu'au droit moderne, le professeur de droit, c'est aussi une figure du jurisconsulte, n'est-ce pas? Et pour ceux qui font de l'histoire du droit, on voit bien tout au long de l'histoire qu'on ne peut pas opposer ainsi deux fonctions ou deux professions de ce point de vue-là. Mais surtout, ce sur quoi j'attire l'attention, c'est que la thèse de l'incompatibilité entre ces deux professions repose, à mon avis, sur une compréhension qui est réductrice, ou voire même sur une appréciation qui est erronée de ce qu'est la fonction de professeur de droit ou d'enseignant-chercheur en droit aujourd'hui dans le monde où nous sommes, y compris en Afrique. En précisant bien que nous sommes aujourd'hui, du point de vue de l'enseignement supérieur et de l'université, dans un monde qui est mondialisé, avec une réforme de l'enseignement supérieur qui traverse tous les continents et qui s'exprime massivement en Afrique à travers le LMD, par exemple, et avec, en soubassement de cette réforme, une affirmation forte de l'autonomie des universités, mais surtout, au centre de cela, il y a le statut de l'enseignant-chercheur et du professeur qui comporte comme un de ses socles le principe d'indépendance dans son activité, à la fois d'enseignement et de recherche. On ne peut pas réduire l'enseignant-chercheur simplement à une figure de rapport hiérarchisé entre son employeur et l'enseignant-chercheur, mais il me semble que je le propose ici non pas comme une prise de position refusant ou faisant obstacle à toute discussion, mais simplement un élément à prendre en compte dans la discussion qui va intervenir et qui doit intervenir. Bref, ce n'était là que quelques pistes de réflexion générale pour ouvrir l'appétit des participants, si tant est qu'ils aient besoin de voir leur appétit ouvert, et surtout, je l'espère, pour aider à la réflexion qui va suivre et qui, je n'en doute pas, sera orientée vers les voies pratique pour sortir de l'impasse, parce qu'il faut sortir de l'impasse. L'avenir non seulement de l'intégration juridique en Afrique en dépend, mais c'est l'avenir des Africains qui sont la raison d'être de l'intégration juridique qui en dépend également. Je vous remercie encore et je vous félicite. Professeur, je ne sais pas si oui. vous voulez intervenir sur la question. La question, j'étais intéressé sur, parce que l'intervenant se posait le participant se posait la question de savoir arrêter s'il n'avait pas une réelle volonté de fermer l'action de la profession d'avocat. Une réelle volonté de fermer l'accès à la profession d'avocat avec cette question de non-cumul. Parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus la jeunesse se tend vers le doctorat, vers l'enseignement, mais en même temps voudrait exercer la profession. Vous savez, l'explication que vous donnez me paraît tout à fait indiscutable. Derrière les textes, il y a des volontés. Après tout, le droit des guerres qu'une série de manifestations de volonté, y compris des volontés politiques. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, à supposer même qu'il y ait une position opposée à l'accès des enseignants-chercheurs au barreau, encore faudrait-il qu'on nous l'explique et qu'on puisse le justifier de façon raisonnable, rationnelle et de bonne foi. Or, tous les arguments qui sont pris aujourd'hui sont des arguments de mauvaise foi. En tant qu'enseignant-chercheur, je suis prêt à admettre que l'enseignant-chercheur ne peut pas avoir droit à un exercice plein de la profession. Parce qu'il y a des dimensions de son statut et de son activité qui sont incompatibles avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de cette profession, notamment dans des contentieux qui engagent son employeur, que ce soit l'État, contre l'État ou pour l'État, que ce soit l'université. Autrement dit, il y a un vaste terrain où on pourrait discuter et essayer de trouver les solutions justes et les plus pertinentes. C'est l'accès à la profession d'avocat ne fait pas de doute dans son principe, mais il faut qu'on apprécie les limites potentielles qui sont liées
éléments réels du statut. Parce que il y a quand même, bon, beaucoup se sont exprimés là-dessus, je n'ai pas voulu m'y prononcer, mais vous savez, moi, en tant que professeur, j'ai formé sans doute plus d'avocats que d'autres professions juridiques. J'en ai formé, y compris à la préparation de l'examen d'entrée au CRFPA, y compris en continuant à siéger dans les jurys du CAPA, etc. Donc, il y a une vaste hypocrisie, ou alors on nous dit on est pour le corporatisme. Mais qu'est-ce que le corps a à voir avec l'intérêt du droit et l'intérêt de la défense du droit? Et bon, le débat est sur la table. Moi, c'est un mauvais service qu'on est en train de rendre au droit et surtout un mauvais service à l'UEMOA, à l'OHADA, etc. Parce que personnellement, et je terminerai par là, moi, je trouve que même si à certains égards elle est discutable, la position de la Cour constitutionnelle béninoise, je l'approuve et je trouve même qu'elle est vertueuse dès lors qu'elle voudrait assujettir des réglementations qui ne sont parfaitement exclusivement économiques à l'exigence du respect des normes fondamentales tirées des droits fondamentaux. Moi, je le soutiens. Alors, sur ce, je vais vraiment vous remercier encore une fois, nos chers panélistes, remercier très sincèrement le professeur Akanji, bon, qui lève la main, je pense qu'il veut parler, mais bon, sans souci. Allez-y, professeur. Ce sera bref, rassurez-vous. C'est simplement d'abord pour vous remercier parce que je pense que ce débat en qualité a tenu toutes ses promesses et je me réjouis tout particulièrement que ce soit des jeunes qui l'aient organisé parce que ça veut dire que notre continent a de l'avenir, un bel avenir. Et je voulais rajouter que deux choses en une phrase à chaque fois. Une intégration n'est pas une chose abstraite. Elle est au service des femmes et des hommes. Et sa puissance repose sur les femmes et les hommes. Et donc, il est important que l'on se dise que l'aventure OHADA de l'intégration juridique ne pourra pas se faire si elle ne peut pas s'appuyer sur des leviers porteurs. L'avocat est un de ces leviers porteurs au centre. Et le deuxième, la dernière chose, c'est pour dire que nous sommes dans un monde où nous ne devons plus continuer à nous recroqueviller. Le droit de l'OHADA n'a pas vocation à prospérer seulement dans l'OHADA. Nous sommes dans un monde où le droit de l'OHADA sert déjà de modèle ou de référence dans d'autres lieux de la Terre. Et au lieu de se mettre dans des postures où nous nous recroquevillons et que ce sont des avocats venus de Paris, de Londres, de je ne sais pas où, qui font la loi, portons notre destin et avec nos avocats, allons conquérir le monde avec le droit de l'OHADA. Et ça, pour pouvoir y arriver, il faut peut-être se mettre à déblayer un peu les obstacles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.